À cet instant précis, ma mémoire me transporta 4 années en arrière. J'étais au Maroc, à Marrakech. Je me baladais sur la place Jem El Fna en fin de journée. La nuit tombée plongeait la place dans une atmosphère envoûtante. De nombreuses gargotes faisaient crépiter leurs feux de bois sur lesquels grillaient des viandes. Les flammes projetaient leurs lueurs sur la foule des passants, illuminant fugacement les visages et faisant danser les ombres démesurées. L'odeur des merguez grillées rivalisait avec celle du couscous fumant. Les marchands à la sauvette étaient partout. Certains offraient des articles de cuir à peine sortis des ateliers de tannerie avoisinants, qui diffusaient encore leur odeur acide et agressive. D'autres exhibaient de grands plateaux de cuivre gravés qui réfléchissaient la lumière des feux, faisant jaillir des éclairs d'or sur les visages, les turbans et les djellabas. Les éclats de voix se mêlaient au son obsédant des tambourins et aux mélodies des flûtes des charmeurs de serpents. Je marchais les yeux écarquillés, envoûtés par cette atmosphère incroyable, les sens saturés de parfums, d'images, de sons, lorsque je fus interpellé par un petit homme d'une 50aine d'années, mince, tout en sourire, le visage déjà buriné par le soleil du sud. Il était assis sur une caisse posée directement sur la terre battue, encadré par une gargote fumante et un marchand de poterie. Je lui souris en retour et regardai la chaise qu'il me désignait pour que je m'y asseye. C'est alors que je compris quel était son métier, cireur de chaussures. Mon sourire se figea et je me raidis imperceptiblement. Je ne m'étais jamais senti à l'aise en considérant les métiers qui amènent ceux qui l'exercent à effectuer des tâches ingrates. Cireur de chaussures était peut-être celui que j'acceptais le plus difficilement, car l'artisan opérait en présence de son client, devant lui, sur lui. Même les postures respectives de chacun me gênaient. Le client assis sur une chaise haute, dominant la situation, le cireur au-dessous, accroupi, assis ou à un genou à terre. Jamais je n'avais fait appel à ce genre de service. L'homme renouvela son invitation et insista gentiment, m'offrant toujours son sourire rayonnant. L'occidental que j'étais représentait sans doute, pour lui, le client idéal. Mais mon statut d'étranger accentuait précisément mon malaise. Je ne voulais pas offrir à ses compatriotes la vue d'un occidental se faisant cirer les chaussures par l'un des leurs dans une position que je trouvais arrogante. Un mauvais cliché colonialiste. Je ne sus s'il perçut mon malaise ou l'interpréta comme une hésitation. Peut-être simplement mon absence d'indifférence à sa position lui donna-t-elle l'espoir de me convaincre. Il se leva, toujours souriant, et s'approcha de moi. Je n'eus pas le temps d'exprimer un refus. Il était déjà sur moi, auscultant mes chaussures, défraîchies tout en formulant son diagnostic et la promesse de leur rendre leur jeunesse. Ma difficulté à m'opposer aux sollicitations des autres explique sans doute pourquoi je me trouvais, malgré moi, assis sur cette chaise que je considérais un instant plutôt avec répugnance. Je n'osais regarder le monde autour de moi, de peur de rencontrer des regards culpabilisants. Lui s'affairait déjà sur mes chaussures. Saisissant un demi-citron, il en frotta énergétiquement le cuir défraîchi. Dans l'état où j'étais, plus rien ne devait m'étonner.
Je crois que s'il avait écrasé une banane sur mes souliers, je n'en aurais pas été plus surpris. Il travaillait avec application et enthousiasme. Sûr de lui, il maîtrisait son geste, alternant le citron et divers types de brosses. Au loin, la flûte des charmeurs de serpents perpétuait sa complainte sans discontinuer. Je commençais à me dérédire un peu. Nous échangeâmes quelques phrases, mais il restait très concentré sur ce qu'il faisait, arborant toujours son sourire ineffable. Il appliqua une sorte de crème noirâtre avec un vieux chiffon, massant le cuir pour la faire pénétrer. Il entreprit ensuite de le lustrer avec une petite brosse agile, et à mesure que mes chaussures reprenaient vie, son sourire s'élargissait, découvrant des dents éclatantes dont la blancheur contrastait avec sa peau brune. Lorsque mes chaussures devinrent aussi lisses et brillantes qu'au premier jour, ses yeux pétillèrent de fierté. J'avais complètement oublié ma gêne initiale. Sa joie était contagieuse et je me sentis soudain très proche de cet homme que je ne connaissais pas 15 minutes auparavant. Je ressentais un véritable élan de sympathie pour lui, comme une onde d'amitié. Il me demandait un prix honnête que je réglais de bonne grâce et dans l'enthousiasme du moment, il insista pour m'offrir du thé à la menthe dans une petite tasse métallique, partageant ainsi sa joie en prolongeant la relation. Je pris soudainement conscience de ce qui m'apparut alors comme une évidence, une douloureuse évidence. Cet homme était plus heureux que moi, qui est disposé d'un métier valorisant et qui, malgré mes faibles moyens, était sans doute 1000 fois plus riche que lui. Cet homme respirait le bonheur par tous les pores de sa peau et ce bonheur rayonnait autour de lui. Au seul souvenir de cette scène vécue 4 ans plus tôt, j'avais les yeux humides. Pourquoi avez-vous parlé de l'utilité d'avoir des défis à relever pour se sentir heureux en mettant en œuvre nos compétences ? Lui demandai-je. Parce que le défi stimule notre concentration et que c'est lui qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons et à en tirer ensuite une réelle satisfaction. C'est une condition pour nous épanouir dans nos actions. Vous disiez aussi qu'une vie est réussie quand on réalise des choses en harmonie avec qui l'on est. Mais comment fait-on pour savoir si c'est bien le cas ? Imaginez que vous allez mourir ce soir et que vous le savez depuis une semaine. De tout ce que vous avez fait dans la semaine, qu'est-ce que vous auriez conservé, sachant que vous alliez mourir ? Oh, oula, ça c'est une question ? Oui. Disons que cette dernière semaine était un peu particulière compte tenu de notre rencontre. Il n'y a pas grand-chose que je changerais. Alors prenez la semaine qui a précédé votre voyage à Bali. Eh bien, disons, voyons, j'essayais de me repasser mentalement le film de la semaine en question. Je m'efforçais de visualiser heure par heure ce que j'avais fait et pour chacune de mes actions, je me demandais si je l'aurais vraiment réalisé, sachant que j'allais mourir à la fin de la semaine. Il me fallait plusieurs minutes pour lui répondre. Il y a environ 30% de mes actions que j'aurais conservées grosso modo. Vous êtes en train de me dire que vous auriez renoncé à faire 70% de ce que vous avez fait si vous aviez su que vous alliez mourir. Ben oui, c'est trop.
trop. C'est trop. Beaucoup trop. Il est normal d'accomplir certaines tâches vides et de sens, mais pas dans de telles proportions. En fait, vous devriez pouvoir inverser ce rapport. Être capable d'affirmer que sachant votre mort prochaine, vous continuerez d'effectuer 70% de ce que vous faites actuellement. Ce serait un signe que vos actions sont en harmonie avec qui vous êtes. Je vois. Et vous remarquerez que c'est sans rapport avec la difficulté des tâches, mais simplement avec le sens qu'ils ont pour vous. Très bien, je suis d'accord avec tout. Ça dans l'absolu, mais en pratique, ce n'est pas toujours possible de faire ce que l'on souhaite faire. On a toujours le choix. Non, si je ne faisais que ce qui est en accord avec moi-même, je risquerais de perdre mon boulot. Vous avez donc le choix de garder ou de perdre cet emploi. Mais je prendrai dans ce cas le risque d'en trouver un autre moins bien rémunéré. Je ne pourrai plus payer mon loyer. Vous auriez alors le choix de conserver cet appartement ou d'en prendre un moins cher, peut-être plus éloigné de votre travail. Ma famille et mes amis seraient déçus si je m'éloignais. Alors vous auriez le choix de les satisfaire ou de les décevoir. Vu comme ça, c'est juste pour vous dire que le choix vous appartient. À certains moments dans la vie, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Et ceux-ci sont peut-être douloureux, mais ils existent et au final, c'est vous qui déterminez ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix et c'est bien de garder à l'esprit cette idée. J'ai parfois l'impression que ce sont les autres qui choisissent pour moi. Alors, c'est que vous choisissez de les laisser décider pour vous. Je trouve quand même qu'il y a des gens qui disposent de plus de choix que d'autres. Plus on évolue dans sa vie, plus on se débarrasse des croyances qui nous limitent et plus on a de choix. Et le choix, c'est la liberté. Je regardais cet immense espace devant moi, cet espace vertigineux que rien n'arrêtait. Et je me mis à rêver de liberté. Le regard perdu à l'horizon, inspirant profondément cet air enivrant au parfum d'infini. Vous savez, reprit-il, on ne peut pas être heureux si l'on se voit victime des événements ou des autres. Il est important de comprendre que c'est toujours vous qui décidez de votre vie, quelle qu'elle soit. Même si vous êtes le dernier des subalternes sur votre lieu de travail. C'est vous qui êtes le directeur de votre vie. C'est vous qui êtes aux commandes. Vous êtes le maître de votre destin. Oui. Et vous ne devez pas avoir peur. Vous découvrirez que c'est précisément lorsque vous vous autorisez à choisir des actions qui sont en harmonie avec vous, qui respectent vos valeurs et expriment vos compétences, que vous devenez très précieux pour les autres. Les portes s'ouvrent alors d'elles-mêmes. Tout devient plus facile et l'on n'a plus besoin de lutter pour avancer. Nous restâmes silencieux un long moment, puis il se leva et je rompis le silence. Je me suis renseignée pour mon billet d'avion. Je ne peux pas le changer sans payer un surcoût élevé. Vous aviez prévu de me dire aujourd'hui s'il me restait des choses importantes à découvrir, nécessitant que l'on se voie demain. Je pense qu'il vous reste en effet un apprentissage majeur. Et demain, vous n'êtes toujours pas disponible le matin? Non. Excusez-moi d'insister, mais vous ne pouvez absolument pas vous libérer pour me permettre de conserver mon avion l'après-midi?
Non. Ce n'était vraiment pas de chance. J'étais devant un choix cornélien. Devais-je renoncer à la dernière de ces rencontres qui, pourtant, me passionnaient et m'éveillaient à moi-même, ou payer un prix scandaleusement élevé pour déplacer mon retour? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous changeriez de vol? C'est à vous de choisir, dit-il, un sourire satisfait sur ses lèvres. Plongeant son regard plein de bonté dans mes yeux, interrogateur. L'infini se reflétait dans ses pupilles. Il s'éloignait en direction du campement, de son pas lent et serein, et je le perdis de vue lorsqu'il entra dans les taillis de bambou. $600, cela revenait presque à payer une deuxième fois mon billet de retour. Difficile à accepter. Cela plomberait mon compte bancaire en accentuant le découvert vertigineux qu'il devait déjà afficher. Mes relations avec mon banquier s'en trouveraient affectées pour un certain temps, sans compter que prendre l'avion dimanche m'assurait d'arriver fatigué à la maison, quelques heures à peine avant de reprendre le travail. Perspective peu réjouissante. En même temps, ce n'était pas tous les jours que l'on avait l'occasion de rencontrer un homme comme Maître Samtiang. Mais bon, ça faisait cher l'entretien. Vraiment, je ne savais plus quoi faire. Chaque option me semblait douloureuse et je ne parvenais pas à décider. J'étais au volant et j'approchais du bout. Il me fallait trancher maintenant, car pour changer mon billet, je devais arriver à l'agence de voyage de Kuta avant sa fermeture. J'approchais de l'endroit où je devrais choisir ma route. J'essayais de peser le pour et le contre. En vain. J'avais à perdre et à gagner dans les deux situations. Choix impossible. Les décisions n'avaient jamais été mon fort. Je ne l'ai quand même pas tiré à pile ou face. Ce ne serait pas très glorieux. Après 5 jours de développement personnel, je devais être capable de décider en toute conscience. Ma conscience finit par me dire que je me remettrais d'une rentrée sur les chapeaux de roue et que je trouverais bien le moyen de combler un jour mon découvert. Dans 6 mois ou 1 an, j'aurais même oublié ce passage à vide. Tandis que je pourrais sans doute retirer pendant longtemps des bénéfices personnels de ce que le guérisseur allait m'apprendre, peut-être même toute ma vie. J'arrivai au carrefour et pris plein sud, direction Kuta. Comme disait Oscar Wilde, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Je me souvenais du commentaire du Premier ministre du Mexique à l'époque où son pays accumulait les dettes abyssales. Un journaliste lui avait demandé si cela troublait son sommeil. Il avait répondu qu'un découvert de $1000 vous empêchait de dormir la nuit, tandis que pour un découvert de $100 000, c'était votre banquier qui dormait mal. J'en conclus que mes dettes étaient sans doute encore très insuffisantes. Il me fallut près d'1 heure pour rejoindre Kuta. Je n'aimais pas ce lieu. Pour moi, Kuta n'était pas Bali. C'est là que l'on trouvait la plus forte concentration de touristes, notamment des surfeurs australiens. La nuit, la vie se transformait en boîte de nuit géante. Il était impossible de faire 3 pas dans la rue sans être accosté par un Javanais vous proposant de la drogue
ou une prostituée. Au choix, dans les années 70, Kuta faisait partie du pèlerinage incontournable des hippies au sein de la boucle des 3 K. Kuta, Katmandou, Kaboul. En 2002, Kuta, symbole de la dépravation de l'Occident, fut choisi par Al-Qaïda pour y perpétrer l'un de ses attentats les plus sanglants. Le trajet dura plus longtemps que prévu et j'arrivais sur place en fin d'après-midi. L'agence de voyage fermait ses portes dans 10 minutes. Je pris à vive allure l'étroite rue en sens unique où il se trouvait. Par miracle, je repérais une place de stationnement juste devant. Arrivé à sa hauteur, je la dépassai afin de pouvoir m'y engager à reculons. Je m'aperçus alors que la voiture qui me suivait ne s'était pas arrêtée. Bien que mon intention de me garer fût claire. Non seulement j'avais mis mon clignotant à l'avance, mais en plus j'avais marqué une légère embardée devant la place, montrant ainsi que je comptais m'y garer. Non, il m'avait quand même suivi, m'empêchant de reculer. Je conservai un instant ma position au billet et mon clignotant enclenché afin de lui faire comprendre ma manœuvre, mais rien n'y fit. Il ne reculait pas. Je baissai ma vitre, passai la tête et lui demandai de faire une petite marche arrière pour que je puisse me garer. Aucune autre voiture ne le suivant. C'était facile. Il était clair qu'il me comprenait, surtout que j'accompagnais mes mots de gestes explicites. En vain. De type occidental, la cinquantaine avançait, il avait le visage rouge, cramoisi, symptôme commun aux blancs abusant du soleil et aux alcooliques. Dans ce cas, j'optais volontiers pour la seconde explication. Il avait l'air buté de ceux qui ne disposent d'aucune souplesse d'esprit et ne veulent jamais rien lâcher. Une incroyable force d'inertie se dégageait de sa posture. Il semblait aussi lourd que sa voiture, ancrée dans le sol. Je renouvelai mes gestes et mes paroles. Rien. Visage obtus, épaules verrouillées, bras figés, grosses mains crispées sur le volant. Tout son corps exprimait sa volonté de ne pas céder. Car céder était manifestement le sens qu'il donnait au fait de reculer de 2 mètres. Cela m'apparaît comme une évidence. Dans sa vie, sa relation aux autres devait être régie par des rapports de force, et sans doute devait-il croire que répondre à la demande de quelqu'un revenait à céder du terrain, à faire preuve de faiblesse. Mais oui, c'était ça. Il devait avoir une croyance du type. Dans la vie, il ne faut pas se laisser faire, ne jamais rien céder. Dans d'autres circonstances, j'aurais trouvé cela très drôle, même si son entourage à lui ne devait pas rigoler tous les jours. Mais l'agence de voyage fermait dans 5 minutes. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je prenne cette place. Pas le temps d'en chercher une autre. Les paroles du sage me revinrent alors en écho. On a toujours le choix. Je me dis subitement que je pouvais combattre la force d'inertie par la force d'inertie. Je coupai le contact, mis le frein à main et abandonnai ma voiture en plein milieu de la chaussée, bloquant la rue. Je me ruai dans l'agence et tendis mon billet à l'employé qui avait déjà commencé à éteindre les lumières. Le clavier de son ordinateur crépita, bientôt couvert par un klaxon en continu. Je présentai ma carte bancaire,
un peu anxieux, en priant pour que le règlement ne soit pas refusé par le centre de paiement. L'opération dura un certain temps, ce qui me parut de mauvais augure, mais en fin de compte, j'appris que le système avait accepté que je m'appauvrisse un peu plus. Mon portefeuille ainsi allégé, un nouveau billet d'avion en poche, je retournai à ma voiture. Le conducteur était fou de rage. Sa main écrasait son klaxon en continu. Il ne la retira que pour me faire entendre un torrent d'insultes. Je lui adressai mon plus beau sourire, ce qui n'eut d'autre effet que de faire redoubler sa colère. Je démarrai, suivi de tellement près que j'avais l'impression qu'il allait me pousser. C'était vraiment ridicule. Je compris alors pleinement cette notion de choix abordée par le guérisseur. Ce qui était frappant chez ce conducteur, c'était l'absence de choix de comportement que lui dictait sa personnalité. Il ne pouvait ni reculer, ni négocier, ni patienter. Il ne pouvait que passer en force. Cet homme n'était pas libre. Il était au contraire en prise avec ses croyances.